Est-ce qu'il y a une citation qui Il y en a une qui m'a correspond? beaucoup plu cette année, que j'ai vue dans le film Ready Player One. Ok. Certaines personnes lisent Guerre épée et n'y voient qu'un simple roman d'aventure, et d'autres percent les secrets de l'univers au dos d'une boîte de céréales. Et cette citation m'a beaucoup plu. D'accord, Parce ok. que je trouve qu'elle définit exactement ma personnalité. Ok. Et qu'elle m'a fait prendre conscience de ce qui faisait ma force, c'est que une boîte de céréales, Guerre épée, je vais le prendre avec la même intensité. D'accord. Et je pense beaucoup à ces boîtes de céréales, parce que quand j'étais enfant, je les lisais tous, les mentions légales. J'adore. J'y mettais beaucoup d'énergie. Ouais. C'est le seul truc que j'avais à lire sous la main. Quoi. Et puis j'aimais beaucoup manger les céréales, malheureusement. Ça, j'aurais dû m'en réfréner. mais voilà. Mais Ok, bon, bah, top. les gens pensent que la profondeur vient de l'objet, alors que la profondeur vient du lecteur. D'accord, ok. Tu peux regarder un navet absolu et y voir une vraie leçon de vie, comme tu peux voir un grand film et complètement passer à côté. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstop. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'Oussama Hamar. Merci beaucoup déjà d'être avec moi. Plaisir. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Oussama, c'est le cofondateur de The Family. Donc The Family qui est une société d'investissement, voilà, qui accompagne aussi des startups. Et Oussama qui est aujourd'hui présent chez Melstop. Donc aujourd'hui l'idée du talk c'est effectivement, donc on a sollicité pas mal la communauté et le thème qui revient c'est effectivement quelles sont les règles selon toi à briser pour réussir. Est-ce qu'il faut les briser, est-ce qu'il faut en créer? À toi tu nous le diras. Donc bah voilà, let's go. Tu te sens Super. comment? Bah, très bien. Très bien, Ok. très bien. C'est parti. Allons-y. Donc Oussama, moi je pose toujours cette question à tous mes invités. Si tu avais 3 adjectifs pour te décrire déjà. Pour me décrire. Voilà. Qu'est-ce Moi-même. que ce serait? Pour te décrire toi-même, oui. Je sais pas, beau, intelligent, fabuleux. Intelligent, fabuleux. Ok. Non, mais je rigole, mais Ouais. c'est un des trucs que j'explique souvent aux gens, c'est que quand j'étais petit, moi j'ai été éduqué par une maman libanaise. Ouais. Et les mamans libanaises, elles déforment la réalité. Et donc j'ai eu 3 réveils dans ma vie qui ont été très douloureux. C'est quand j'ai découvert que j'étais pas le plus beau. Ah. C'est une merde. Ma mère m'a menti. Ouais. Quand j'ai découvert que j'étais pas le plus intelligent. Et quand j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui faisaient plein de choses. Mais blague à part, je pense que donner confiance aux enfants en eux, C'est important pour toi? C'est super important. Et puis après, évidemment, en grandissant, il faut prendre une dose d'humilité. Mais c'est vrai que ça aide vachement à faire des choses. Et je pense avoir trop conscience de qui on est, Ouais. et de ses défauts, etc. C'est vachement dans l'air du temps, connais-toi toi-même, etc. Exactement. Je pense qu'on parle pas assez du downside à ça. Faut aussi un peu s'illusionner sur soi-même. C'est pas parce que tu réussis pas parce que tu es la personne la plus compétente du monde. Exact. Tu réussis parce qu'à un moment tu crois que tu vas réussir. Il faut pas perdre cette part de magie, de croyance dans qui on est. Ok. Et du coup, si tu avais. Donc là, tu as parlé un peu d'adjectifs positifs. Ce serait quoi un peu les adjectifs négatifs, j'ai envie de dire, pour c'est un entretien d'embauche en fait. pour te décrire, J'ai si tu déjà un vois? boulot, hein. Je peux pas rejoindre ton truc. Donc si tu vois, si tu avais justement tes points justement à améliorer. Ouais, ah ouais, alors je sais pas, moi j'ai pas très envie d'améliorer mes défauts, mais je pense que je suis mauvais joueur. Ok. Je n'aime pas perdre et je suis de très très mauvaise foi quand il s'agit de gagner de compétition. Ok. Ça peut être très très fatigant pour ton entourage. En défaut, j'ai tendance à être très éparpillé. Très éparpillé. Ok. J'ai beaucoup de mal à être focus sur un seul sujet. D'accord. J'ai troisième défaut, j'ai tendance à j'ai tendance à être très dur sans m'en rendre compte. Ok. Sur les personnes avec qui tu travailles ou... Ouais, c'est-à-dire que quand je peux être dur, je peux être trop dur. Ok. C'est quelque chose mais dont je me rends pas forcément compte sur le moment. Et ça, c'est sans doute le seul défaut qui me gêne vraiment. D'accord. C'est quelque chose qui crée des regrets, tu vois. À un moment donné, t'es dans... Et sans doute parce que je prends ma vie de façon très intense. Donc,
il y a des choses qui ont l'air d'être un détail pour les autres, mais qui deviennent très importantes pour moi. Et dans ces moments-là, c'est comme quand tu as un fusible qui saute, d'un seul coup, la seule chose qui compte, c'est ça. Et je deviens, tu vois, je peux être odieux, oui, c'est le mot. D'accord. Mais ça me met mal à l'aise. Après, je me dis, ah mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? C'était pas si important, etc. Mais en même temps, je sais que quelque part, c'est le prix à payer parce qu'en fait, c'est les détails qui te tuent. Donc, ça te rend. Par exemple, ma femme n'en peut plus. Je sais pas pourquoi, quand on va dans des hôtels, ça m'en fout. Quand les hôtels sont mal foutus, je passe mon temps à me plaindre. Elle comprend pas en fait. Le nombre de fois où je lui ai fait le coup, un truc qui la rend complètement folle, mais j'arrive pas à m'arrêter, c'est juste plus fort que moi. Si on arrive dans une chambre d'hôtel et à 23h, je me lève, je lui dis j'en peux plus, on se barre. Ah oui, d'accord. On change d'hôtel à 23h, je prends mes valises. Oui, c'est comme ça. Et en plus, tu as toujours ce moment très awkward à la réception où le mec te dit mais il y a quelque chose qui va pas. Tu as envie de lui dire il y a tout qui va pas, espèce de con. Mais comme j'ai pas envie de t'accabler, on va juste pas en parler, donne-moi la facture, je me barre. C'est toujours un moment, et elle est toujours à regarder le plafond en se disant il est complètement fou ce type. Mais voilà. Et c'est important pour toi de connaître ses défaux, parce que c'est vrai que dans les entrepreneurs on parle souvent des qualités, des caractéristiques. Tu penses que c'est important de savoir un peu sur... Non, je pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus facile de travailler ses points forts que ses points faibles. D'accord, ok. C'est une certaine vision du monde. Je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur dans l'upside que le downside. Les gens sont trop obsédés par le downside. L'upside est toujours plus fabuleux. Mais après, si tout le monde vivait comme ça, personne ne s'améliorerait non plus. Exact. Souvent, je dis les entrepreneurs sont pas un modèle à suivre. C'est quand même, pour être entrepreneur, il faut payer un certain prix de... Si tout le monde était entrepreneur si tout le monde était entrepreneur dans la société, on deviendrait fou. C'est pas un modèle universel. Ok, d'accord, ça c'est intéressant. Et du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, alors on va pas revenir sur tout ton parcours, mais si on pouvait, tu pouvais nous partager un peu 3 étapes clés de ton parcours, éventuellement, 3 rencontres aussi qui t'ont marqué, ce serait quoi? T'as un fétichisme avec le chiffre 3? Je sais pas. J'ai toujours 3. Moi je fais ça aussi, je dis 3 points, mais j'en ai que 2. J'essaie de voir la 3e en disant les 2 premiers, tu vois. Oui, non, je sais pas, tu vois. Écoute, 3 étapes très simples de ma vie. Moi j'ai été un enfant très heureux. J'ai une enfance superbe. Qui m'a permis d'être à la fois un enfant et pas un enfant. J'ai commencé à travailler très jeune. Alors tout le monde dit j'ai créé ma première boîte à 12 ans. Je n'ai pas créé ma première boîte à 12 ans. Non. Mais dès l'âge de 12 ans, j'ai gagné ma vie. D'accord. Et ça c'est quelque chose, tu vois, résultat, j'étais très autonome très tôt. Et donc j'ai commencé à vivre les choses de la vie plus tôt que n'importe qui. À voyager, gagner ma vie, connaître des gens, avoir une petite amie. J'ai vécu tout ça bien avant. Et ensuite, j'ai été faire des études où je n'ai pas été très heureux, même si je n'étais pas un mauvais étudiant. J'avais une contradiction qui était que d'un côté, les études c'était la chose la plus importante pour ma famille parce que j'étais le seul à avoir eu la chance d'en faire. D'accord. Et donc j'avais une sorte de responsabilité vis-à-vis d'eux de devoir faire des études, en plus en étant un bon élève, donc tu vois, le côté pourquoi t'en fais pas si t'es bon. Ouais. Et de l'autre, une espèce d'ennui, de spleen très profond, où comme j'avais connu cette vraie vie avant les études, tu rentres en prépa, t'as déjà eu une vraie vie, tu comprends pas ce qui se passe. Exactement, là je suis d'accord avec toi. Qui ces gens, qu'est-ce qui se passe? Et donc là j'ai eu un peu le moment de down où je me suis cherché, j'ai créé une start-up qui n'a pas marché, j'étais un très mauvais entrepreneur, donc j'étais un mauvais étudiant, un mauvais entrepreneur, j'étais pas à ma place. Ça a quand même duré 7 ans où je me suis perdu, j'ai fait des bêtises qui m'ont coûté cette année 4 mois de prison avec sursis. Bon, tu les payes quoi, tes bêtises. C'est vrai. Et ensuite, je me suis trouvé en faisant The Family parce que j'ai compris qu'en fait, ce défaut qui était d'être facilement ennuyé, de ne pas aller au fond des choses, de ne pas être focus, pouvait devenir une qualité extraordinaire au service des autres. D'accord. Et que ce qui faisait que j'étais un très très mauvais entrepreneur faisait que je devenais un soutien aux entrepreneurs, je pense, plutôt bon. Et The Family a été un vrai alignement. Et d'ailleurs, tout dans ma vie allait mieux quand je faisais The Family. C'est ma vie personnelle, elle est devenue 100 fois mieux. Ma vie professionnelle est incroyable. Le succès de The Family, c'est aussi un alignement avec qui je suis profondément. Ok. Et je pense que c'est d'avoir arrêté d'être quelqu'un que j'étais pas
Je serai jamais Mark Zuckerberg. Ouais. Ou même, tu vois... Et t'as pas forcément envie de l'être, en fait. J'ai plus envie de l'être. T'as plus envie d'être, d'accord. Et ça a Donc, été ça, il y a une époque ça a été ça où le tu voulais. chemin, tu vois. D'accord. Ça a été ça le chemin, c'est de comprendre que je pouvais pas l'être. D'accord. Et comme je pouvais pas l'être, ça servait à rien d'avoir envie de l'être. Ouais. Ça sert à rien de désirer ce que tu peux pas avoir. Et de se concentrer sur ce que tu peux avoir. Et là, d'un seul coup... Donc peut-être que je serais pas Mark Zuckerberg, mais peut-être que je serais mieux que Warren Buffett, tu vois. Yes. Mais je vois, entre moi et Warren Buffett, je vois un chemin assez linéaire. Alors, D'accord. Qui est infini, la montagne est très haute et il y a de fortes chances que je n'y arrive jamais, mais au moins la route, elle est là, quoi. La route est là. Ouais. Ok. Et du coup, dans ton parcours, est-ce qu'il y a une personne que là, tu as envie de mentionner spécialement qui t'a... Ah, c'est marrant ça comme jeu. Qui t'a... tu vois. Ouais. Il y a 3 personnes qui m'ont... Alors, on va pas parler d'Alice, Bien sûr, de ouais. Nicolas, tout ça, tous ces gens-là, tout le monde les connaît déjà. Enfin, les gens qui suivent The Family connaissent. Exact. Mais les gens un peu plus dans le shadow, Ouais. qu'on ne connaît pas. D'abord, j'ai eu un prof en terminale qui est devenu un ami, qui s'appelle D'accord. François Brémondy, qui était mon professeur de philosophie. Ok. Comme quoi, tous les profs de philo sont Ouais, pas... c'est sûr. c'est... Qui est devenu un ami le soir du bac. Il m'a appelé, il m'a D'accord. téléphoné la soir des résultats. Il m'a dit voilà, Oussama, j'ai beaucoup apprécié être votre professeur. J'aimerais beaucoup devenir votre ami. Est-ce que vous voulez dîner ce soir? Et ben. J'étais très flatté. Et lui, il a quelque chose qui m'accompagne, c'est qu'il a une nonchalance critique très profonde. D'accord. Le problème de l'esprit critique français, c'est que ça te rend pessimiste. Et tu vois, la posture de l'esprit critique en France, c'est une posture de pessimiste. J'ai un esprit critique, je suis contre les choses, ça ne marchera pas, etc. Lui, il m'a appris à avoir un esprit critique sur comme rien ne marche jamais, comme de toute façon tout est condamné à foirer, autant voir le chemin et autant profiter de ce qu'on peut avoir. Exact. Et c'est un esprit critique très différent parce que finalement, ces gens dans l'esprit critique, ils pensent toujours qu'il existe un idéal que personne n'a vu en dehors d'eux, où en fait les choses ne marchent pas parce qu'on ne leur a pas demandé à eux, et que tous les autres sont des cons. Vous voyez, c'est très gilet jaune. C'est très politique. Ouais. C'est très tout le monde est des cons, moi j'ai la vérité, machin. Et lui, il m'a appris qu'en fait, personne n'a la vérité, rien n'est vrai. La vérité, c'est le monopole de Dieu, ou des dieux, ou de ce que tu veux, quelle que soit ta croyance. Mais c'est le monopole d'une entité qui n'est pas humaine, en fait. Les humains n'ont pas accès à la vérité, et comme ils n'ont pas accès à la vérité, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est apprécier le chemin. Et donc, le fait de l'avoir rencontré à 16 ans, tu vois, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, quoi. Et c'est devenu un ami que je vois très souvent. Et j'apprécie beaucoup. La deuxième personne qui a changé ma vie, c'est quand j'ai fait faillite avec ma boîte précédente qui s'appelait Ipios. Enfin, pas faillite, il faut que j'arrête de dire ça parce que la boîte a continué, mais j'ai moi-même personnellement fait faillite. J'étais très déprimé et je l'ai vécu comme un échec au sens où je me suis dit que j'étais nul, que j'arrivais à plus jamais rien faire. J'avais perdu l'envie de faire des choses. Et j'ai un ami qui s'appelle Philippe Rochax, qui était à l'époque le dirigeant d'un grand assureur, qui m'a pris en vacances avec lui et sa famille au Brésil, dans un hôtel somptueux à Rio. Ça va, tu t'es pas plein d'hôtel cette fois-ci? C'était un très bel hôtel, le Sofitel de Copacabana. Et je passais une semaine, j'étais pas bien, hein, mais tu vois, t'essayes de profiter quand même, parce que t'es invité et tout. Et il s'est assis, il m'a dit, écoute, les seuls gens qui comptent, c'est moi, ta famille, tes amis, ton cercle intime. C'est eux que tu veux pas décevoir, et tous les autres, tu les oublies. Et faut que tu arrêtes tes conneries, t'es un mec brillant. Et il m'a fait un chèque de 75 000 euros. Et il m'a dit, voilà, investis cet argent et fais autre chose de ta vie. Repose-toi, deviens quelqu'un d'autre, mais arrête de te plaindre. Arrête de t'apitoyer sur toi-même. Ça a été un électrochoc. En plus, t'imagines, c'était une somme pour lui. Alors, bon, il avait les moyens, mais c'était pas donner 200 balles. C'était une vraie somme pour lui. Et c'était une marque de confiance. Alors, je venais de lui faire perdre son argent. C'était un actionnaire d'Ipios, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il venait de perdre son argent et il me redonnait de l'argent. Et là, je me suis dit, attends, c'est quand même incroyable cette confiance. Et j'ai envie d'être à la hauteur de cette confiance. Et une troisième personne un peu invisible, il y a énormément de gens, donc ce ne sera pas une personne, mais c'est tous ces gens invisibles, qui sont tous ces gens qui conseillent The Family, mais que les gens ne connaissent pas. Et qui ont tous des parcours de vie, des expériences, et qui le font simplement parce qu'on a créé à The Family une culture du partage.
Et je pense que l'un des vrais pouvoirs secrets de The Family, c'est d'avoir créé un environnement où les gens sont bienveillants et arrivent à partager parce qu'ils ont envie de le faire. D'accord, ok, top. Bah, je pense que là, ça résume super bien et ton parcours et les rencontres. Du coup, je pense que les gens attendent qu'on réponde au thème aussi. Bah, allons-y. Allons-y. Du coup, bah, écoute, Oussama, alors pour toi, ton avis, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a plus des règles à briser ou des règles à créer vraiment pour réussir? Après, finalement, qu'est-ce que la réussite aussi? Ça, je pense que c'est aussi, ça dépend de chacun. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Alors, deux choses. Les règles, elles existent parce qu'elles te sont imposées par une entité. Donc, tu peux avoir les règles, ça peut être aussi bête qu'une règle de couple. Tu mets pas tes chaussettes dans le couloir. Une règle de, je sais pas, étatique, machin. Et le rapport que tu as aux règles, ça reste un rapport de liberté. Ouais. Aucune règle sur Terre est enforçable par de la magie. Donc, par exemple, tu ne tueras point. Si là, je décide de t'étrangler, de t'assassiner, Oui. et de faire vraiment des vues, là, tu vois, là, on va faire plein de vues. Oui, c'est ça, je pense aussi. Bon. C'est une façon extrême de faire des vues, hein, mais on serait dans une situation où en fait la règle s'imposerait à toi après, en fait. Okay. Et donc le vrai sujet, c'est pas de vivre les règles comme un système extérieur qui t'est imposé, mais d'être quelqu'un de bien et de trouver tes propres règles. D'accord. Et de comprendre qu'est-ce qui est une bonne règle et qu'est-ce qui est une mauvaise règle. Parce que suivre les règles simplement pour les suivre, c'est être esclave de la réalité, alors qu'on devrait tous être créateurs de notre propre réalité. Par exemple, pourquoi la règle « tu ne tueras point » est une bonne règle? D'abord parce que j'ai pas envie que qui que ce soit me tue. Donc pourquoi je ferais à quelqu'un ce que j'ai pas envie de subir? Donc déjà, je peux le comprendre. Et puis surtout, qu'est-ce que ça m'apporterait de tuer? Rien. Donc il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de truc. Et donc tu vois, on peut retrouver aux règles morales des justifications qui sont internes à la situation. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise tu ne tueras point. C'est assez naturel de ne pas tuer. Il n'existe aucun moment, contrairement à ce qu'on dit, il n'existe aucun moment de la nature où tuer les autres était vu comme une joyeuseté. C'est souvent on dit oui, les gladiateurs ils s'entretuaient. Oui, mais c'était un contexte. Si tu allais dans la rue, tu entretuais quelqu'un à la mode gladiateur, sans l'arène, sans être un gladiateur, un esclave, etc., ça se passait mal pour toi en fait. Tu vois, donc en fait, les règles, elles sont là pour nous aider, en fait. Et une bonne règle, elle est là pour nous aider à mieux vivre, à mieux machin. Le problème, c'est qu'il y a plein de règles qui sont faites par des gens qui ont des intérêts de court terme. Je sais pas, si tu prends le lobby des taxis, ils ont des règles qui empêchent les gens de les concurrencer. C'est pas pour le bien des consommateurs, c'est pour leur bien à eux. Si tu prends le lobby, je sais pas, des hôtels, ils ont des règles contre Airbnb, c'est pas pour protéger les consommateurs, c'est pour les protéger eux. Et quand tu es entrepreneur, tu dois comprendre la différence entre ces règles qui sont légales et la morale. En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une éthique intransigeante, tu dois avoir une grande intégrité personnelle qui te donne le droit, parce que tu as cette intégrité, de remettre en cause certaines règles. Et il ne faut pas oublier qu'on est en démocratie et que toutes les règles, un jour, elles ont été écrites par quelqu'un et donc un jour, elles peuvent être changées par quelqu'un. Et tu peux décider de te battre. Hitch s'est battu pour changer les règles sur les transports. Ils ont perdu. Ils sont devenus notre entreprise. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est cette bataille. Ils ont mené cette bataille pour changer les règles. Ils n'ont pas réussi. Ils sont devenus quelqu'un d'autre. Ils ont pris d'autres règles. Très bien. Ils ont vécu. Et donc, quand on est entrepreneur, il ne s'agit pas... Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Quand tu commences à casser les règles pour aller plus vite, parce que, je sais pas, c'est sûr que si tu ne payes pas tes impôts, ça va plus vite que si tu les payes. Mais c'est une rupture du contrat de société qui t'arrange. Il y a des routes, il y a des machins. Les familles, on paye je sais pas combien de centaines de milliers d'euros d'impôts par mois à la fin de la journée, c'est parce qu'on vit en France, on profite des infrastructures françaises. Donc c'est normal qu'on participe à la règle. Et donc c'est ça la vraie différence. Et donc un des trucs que nous on encourage à The Family, c'est d'être rebelle contre les règles qui sont illégitimes, donc, qui sont créées par des groupes d'intérêt, parce que ces règles, je sais pas, les notaires, les comptables, les avocats, tous ces gens-là ont créé des choses qui protègent leur métier, soi-disant pour l'intérêt général, mais moi je prétends que c'est discutable, et que quand on est un entrepreneur, on est en démocratie, qu'on a le droit de se battre pour changer. Et après, ça marche pas. Des fois, on change les règles, des fois on les change pas. Et évidemment, c'est aussi vrai à titre personnel. Quand tu réfléchis à te dire comment... Il y a des gens qui vivent leur vie de façon très maîtrée.
il mange jamais telle chose, il se Ouais. lève à telle heure, etc. Mais l'intérêt, c'est pas de le faire parce que quelqu'un d'autre le fait. L'intérêt, c'est de le faire parce que ça t'aide. Est-ce que ça t'aide à gérer la personne que tu es? C'est pour ça que ce qui est très difficile, c'est que on a tous envie de vivre par mimétisme, et le bonheur, on est dans la singularité. Et c'est cette double tension qui est très dure. C'est qu'on a tous envie de faire les choses que les gens qu'on admire font. Exact. Si on apprend que Steve Jobs boit 1 litre de whisky par jour, on serait tous alcooliques dans la communauté entrepreneuriale. Tu vois. Mais en même temps, peut-être que Steve Jobs est Steve Jobs malgré 1 litre. Et puis, la complexité de chacun est telle qu'en fait, ce qui marche pour toi ne marchera peut-être pas pour moi. Ouais. Y a des gens qui sont heureux avec certaines règles, d'autres qui ne le sont pas. C'est pour ça qu'il faut avoir un rapport vis-à-vis des règles qui est un rapport de créateur, pas un rapport d'esclave. Ok, et du coup, juste par rapport à ton parcours personnel, si tu as dû briser quelle règle, toi? Plein. Alors, la première règle que j'ai brisée, c'est de ne pas être conscient de mon milieu. D'accord. Tu vois, c'est la première règle. Tout le monde subit son milieu. Tu vois. Les gens, tu vois, moi je suis libanais, ma mère faisait des ménages, j'ai grandi en ZEP. Alors j'aurais pu être un symbole de la banlieue, tu vois. Souvent, moi je dis aux gens, je m'en bats les couilles de la banlieue, mais à un point, moi la banlieue, la meilleure chose que j'ai fait, c'est d'en partir. D'accord. Et quand je dis ça aux gens, les gens sont outrés. Mais comment tu peux dire ça? Mais je peux dire ça parce qu'en fait, on n'a pas à se sentir responsable de ce qu'on subit. Je veux dire, le sperm club, il est ce qu'il est. Il y a des gens qui naissent à un endroit, des gens qui naissent à un autre. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas à subir l'endroit où tu es né. Et c'est vrai pour tout. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui disent « Ouais, c'est dans la culture française. » Mais mec, tu es entrepreneur. S'il y a quelque chose dans la culture française qui ne marche pas, change-le. Tu peux créer ta propre culture. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça, être un entrepreneur au sens le plus noble. C'est de créer ta réalité. C'est d'être dans une logique de dire « Moi, la réalité, je ne la subis jamais. » Et donc, j'ai pas envie de... Et il y a des choses qui, évidemment, sont très fortes. Je sais pas, par exemple, les règles... en France, tu n'as pas fait une grande école, tu fais pas grand-chose. J'ai pas fait de grande école, mais j'ai fait plus que beaucoup de gens qui ont fait des grandes écoles. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai jamais vécu le truc comme un manque. C'est ça. Et ça, c'est toi qui te définis cette réalité. Et il y a plein de gens dans mon équipe qui ont fait des grandes écoles, je suis très heureux. Parce qu'à l'inverse, il y a tout, c'est ce côté, tu vois, moi j'aime pas les gens qui sont là, oui, moi je suis autodidacte, j'ai jamais fait d'études. Et alors ouais, c'est vrai, on a toujours l'impression que les gens c'est disent comme s'il faut ça toujours revendiquer ce qu'on est. Exactement. Je viens de tel milieu et puis j'ai réussi à... Ça va. Et en fait, c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de pouvoir prendre ce que tu as envie de prendre quand ça t'arrange. Tu vois, moi je suis libanais quand ça m'arrange, je suis français quand ça m'arrange, je suis américain quand ça m'arrange, je suis japonais quand ça m'arrange. T'es japonais quand ça t'arrange. Souvent, je dis aux gens, les gens me disent oui, t'es quoi? Alors je dis oui, j'ai un cerveau américain, j'ai un ventre, j'ai un cœur français, un ventre italien. Tu peux te créer en fait, et puis tu peux, je veux dire, t'as pas, encore une fois, t'as pas à subir là où tu es, t'as pas à subir ce que tu es, et ça c'est des règles importantes à briser, parce que les gens s'enferment dans des trucs, tu vois. Par exemple, à Noël, j'avais un petit neveu là qui me disait oui, je sais pas quoi, je vais faire Harvard, je sais pas quoi, mais c'est très cher, je sais pas quoi. Je dis mais qu'est-ce que c'est le prix d'une école comme Harvard sur ta vie? Est-ce que tu as vraiment envie de faire Harvard ou est-ce que tu as envie de faire Harvard pour autre chose? Exact. Et si tu as un projet de vie qui nécessite de faire Harvard, paye le prix. C'est pas pour rien qu'Harvard coûte ce prix, c'est un truc bien. Si c'était pas bien, ça coûterait pas ce prix-là. Exact. Mais il faut pas le subir comme un obstacle. Il faut juste, alors évidemment, il y a des bourses et des machins. Et je lui dis, le plus dur, c'est pas le prix. Le plus dur, c'est de travailler suffisamment dur pour y rentrer, d'être suffisamment talentueux. Le reste, c'est de la compétence. Mais ces espèces de limites mentales qu'on se met, ces règles qu'on se met, sont hyper étouffantes. Et la société française est une société étouffante. L'une des meilleures règles que j'ai brisées, moi, c'est de ne pas me sentir français. C'est une des choses qui m'a le plus aidé, jeune. Parce que quand tu es français, tu as l'impression que le succès doit toujours être donné par quelqu'un. Les révoltes de la société actuelle, tout le monde est dans des revendications de ce que l'État doit faire. Il n'y a personne qui est dans une revendication de qu'est-ce qu'on peut faire pour l'État. Tu vois, on vit dans un pays qui est étouffant de ça, qui est que Macron, il a été mentoré par Jacques Attali. Non mais sérieusement, faire croire ça à qui? Quelle est l'influence d'un mec comme Jacques Attali sur Macron? C'est n'importe quoi. Mais c'est parce qu'on a besoin de se dire, tu vois. Et d'ailleurs, un des trucs qui gênait les plus les gens sur The Family, les gens disaient toujours, mais c'est qui vos soutiens, c'est qui vos... Personne. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui chaperonne un peu le... C'est louche, tu vois. Le succès sans que personne te l'ait donné,
c'est que tu l'as volé. C'est ça, ouais. Tu vois, mais non, c'est simplement en fait une forme d'émancipation, une forme de liberté. C'est pour ça que j'aime les Vikings, les pirates, parce que dans ces sociétés-là, il y a un côté de je prends ce qu'on me donne et point barre. D'accord. Je prends plus que ce qu'on me donne et point barre. Et ce qu'on me donne, je n'ai pas besoin de le demander, je vais simplement le prendre. Et ça, c'est une règle très importante à briser. Parce que sinon, tu es limité par ta réalité. Quoi. Et puis en plus, c'est des trucs, t'es jamais assez bon. Genre, t'as jamais fait assez la bonne école, t'as jamais fait. Regarde tes amis de prépa qui font 3-4 diplômes. Moi, j'ai plein d'amis de prépa. Ils ont fait un master, après ils vont faire une spécialisation, après ils vont faire un truc. À un moment, tu leur dis, mais ça s'arrête quand en fait ce jeu? Parce qu'au jeu des pins, il y a toujours un mec qui a un pins de plus que toi en fait. Hein. Et en fait, c'est très 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 angoissant. Il faut sortir de ces angoisses. Les gens ne vivent pas assez intensément leur vie. Si tu vis intensément, tu t'en fous de ça. Et du coup, justement, on parlait justement de briser ces règles pour la réussite. Pour toi, c'est quoi comment tu définis, toi, la réussite? Alors moi, je pense que la réussite, ça n'existe pas. D'accord. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que tu avances vers le haut ou tu avances vers le bas. Ça, c'est définissable. Soit les choses vont mieux, soit elles vont moins bien. C'est ça. Mais il n'y a pas un moment où tu peux t'arrêter et te dire j'ai franchi un Rubicon. Parce qu'en fait, c'est comme un jeu vidéo où à chaque fois que tu passes un niveau, tu as des nouveaux problèmes. C'est un truc dont on parle jamais, c'est les problèmes des riches. C'est très mal vu de parler des problèmes des riches. Les riches ont plein de problèmes. Comme les pauvres ont plein de problèmes. Parce qu'en fait, c'est inhérent à la nature de créer des problèmes. Que tu sois, tu vois, dès que tu prends conscience de ce relativisme, ça te met mal à l'aise. Les gens disent oui, j'ai pas assez pour acheter telle voiture. Ouais, mais il y a des gens, ils ont pas assez pour manger. Bah oui, mais en fait, tu n'y penses pas, c'est normal. Parce que tu ne penses qu'à ce que tu n'as pas, tu ne penses pas. Donc en fait, il y a des gens sincèrement malheureux. Alors après, ils disent oui, mais tu vois, par exemple, récemment, il y a quelqu'un qui m'a fait une blague qui m'a fait mourir de rire. Ah oui, il est déprimé, il ne restait plus qu'un seul modèle de son Falcon, il ne l'a pas eu. Et donc il est en dépression. Le mec me dit ça, mais pour se foutre de la gueule de style, tu vois. Et je lui dis non, mais tu peux pas ne pas prendre au sérieux sa souffrance. La souffrance est toujours réelle. Oui, il existe un type sur Terre qui a acheté une Ferrari, elle n'était pas de la bonne couleur et ça l'a profondément meurtri. Et cette réalité, elle est pareille, il n'y a pas d'échelle de la souffrance. Alors évidemment, c'est là où tu as besoin de décence, c'est là où tu as besoin d'intégrité, c'est là où tu as besoin de perspective. C'est que en fait, le problème, c'est pas la Ferrari, le problème, c'est toi. Le problème, c'est ton rapport à la réalité et ta façon de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et évidemment qu'on est dans un monde où des milliards de gens souffrent, pour de vrai. Je veux dire, si tu es syrien et que tu suis la guerre, tu vois, ma famille a vécu la guerre civile libanaise, je sais ce que c'est, les morts, je sais ce que c'est, les gens. Tu vois, ma mère a eu ses parents exécutés pendant la guerre. Mais ma tante, elle a eu un enfant tué d'une balle perdue. C'est des choses, tu vois, qui te marquent. Et ces gens-là, ils ont le sourire aux lèvres, ils t'accueillent, il y a 3 fois trop de nourriture sur la table. Et ils sont très heureux. Et donc il faut comprendre qu'en fait, ces histoires de bonheur, etc., c'est des histoires très très personnelles. Et donc il faut avoir un peu de décence et savoir que où que tu sois, il n'y a jamais quelque chose qui te définit ta réussite. Et jamais à un moment tu peux te dire j'ai réussi, ça ne veut rien dire. C'est soit tu montes, soit tu stagnes, soit tu descends. La majorité des gens stagnent, quelques gens descendent, quelques gens montent. Et la majorité, elle stagne. La majorité des gens ont une vie qui ressemble tous les ans à la vie qu'ils ont eu l'année d'avant, où il n'y a rien de fondamental qui a changé, parce que ça leur fait peur, et parce que justement, ils ont peur qu'en faisant quelque chose, ils tombent. Donc ils préfèrent stagner. Et les gens qui montent sont les gens qui n'ont jamais peur de descendre. Pourquoi? Parce que les gens qui montent, ils savent que de toute façon, souvent, ils sont déjà descendus dans leur vie, et ils savent que c'est pas si profond que ça. Tu sais, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? De rater The Family? De faire faillite, d'être la risée de tout le monde? C'est encore moins grave qu'être en guerre en Syrie. Hein. Si on reprend mon exemple de tout à l'heure... C'est pas quelque chose qui te fait peur, en fait. Non, ça me fait plus peur parce que je sais qu'il existe des violences dans ce monde qui sont terribles. Et donc si tu as conscience de ça, bah, applique-le à ta vie. Essaie de monter. Essaie de faire les choses avec courage, avec brio, avec aventure. Parce que, au pire du pire, tu te trompes. C'est pas... c'est bien plus grave. Hein. Et bien plus grave. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, je pense que c'est en tout cas une belle manière de finir ce petit thème. Je pense que ce serait maintenant bien qu'on laisse place aux questions de la communauté. Cool. Donc on a l'occasion d'avoir Tristan avec nous. Si tu veux te présenter rapidement, tu fais quoi, Tristan? Alors tiens, Tristan, regarde, donne-moi cette bouteille. Regarde. Hop.
J'adore. Du coup, si tu pouvais te présenter rapidement et dire ce que... Poser ta question à Oussama. Ok, donc moi c'est Vincent et j'avais une question à Oussama. C'était est-ce que vous avez des exemples de coups bas remarquables? De coups bas remarquables? De coups bas, enfin à la Zuckerberg, mais à la française dans les startups que vous avez suivies. Alors, les startups que j'ai suivies, je suis tenu à la confidentialité. tenu à la plus grande confidentialité. Non, il y en a une qui est un semi-coup bas, mais qui est vraiment amusant en fait. Ouais. On a une startup de The Family qui s'est fait pirater. S'est fait pirater par un concurrent qui a voulu copier-coller son code. Ok. Et il l'a tellement mal fait, la boîte qui les a copiés, qu'ils ont gardé le lien HTML du support client qui est pingé dans la startup qu'ils ont piraté. Résultat, à chaque fois qu'un client allait sur le site internet de ce concurrent pour parler au service client, ça allait dans le service client de la startup. Et je leur ai dit de surtout rien dire. Ça c'est un coup bas de bonne guerre, franchement. Oui. Et alors celui-là, ça a duré longtemps. Ça a duré 6 mois avant qu'ils s'en rendent compte. Je me demande, les mecs se sont dit, notre produit il est tellement bien que personne n'a de questions. Eux, ils ont gagné pas mal de clients. Mais c'est incroyable comme ça. J'adore. Et vraiment, qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. Vraiment. Et ils ont fini par s'en rendre compte. Donc ils ont changé de lien. Et évidemment, là, tu les achèves. Puisque tu révèles sur Twitter la situation le jour où ils s'en rendent compte. Tu vois. Tant qu'à faire, hein, tu vois, de jamais avoir pitié pour ses ennemis. Hein. C'est un principe très, très simple à la guerre. Mais voilà, ça c'est un truc. Après, en fait, la vérité, c'est que mettre son énergie à faire des coups bas, même à la Zuckerberg, finalement, si tu regardes dans l'histoire de Zuckerberg, ce qui a rapporté à Facebook, c'est pas ses coups bas, c'est son incroyable valeur apportée au monde. Et mettre ton énergie dans des coups bas, même si sur le coup ça fait plaisir et tu as l'impression d'un peu gagner, ça n'apporte jamais rien en long terme. Non, c'est pas ça, c'est que parfois la morale peut nous interdire de prendre certaines opportunités, même si on sait qu'elle peut. Mais justement, je pense que tu devrais écouter la morale. Ça rapporte plus à long terme. C'est un. Faire du bien autour de soi, c'est très cheesy. Mais à chaque fois que tu fais des trucs. Tu vois, moi j'ai fait une connerie dans ma vie, j'ai fait une fausse facture à 5000 balles. Ouais, c'est mon fameux procès. Ah oui, c'était ça. J'ai fait une fausse facture à 5000 € pour payer un mec à qui je devais de l'argent. Ok. Ça a failli tuer The Family, tu vois. Ah ouais. Tuer The Family pour 5000 €, faut être complètement con, quoi. Et évidemment, tout le monde a essayé de faire passer ça pour quelque chose de plus. La réalité, les gens peuvent aller lire, c'est public. Le procès est public, les trucs sont brefs. Effectivement, j'ai pris 4 mois de prison et sursis pour 5000 balles. Mais parce que j'ai été jugé comme un symbole, pas comme un fait. Et la vérité, c'est que le jour où j'ai fait ce coup bas, je me suis sans doute trouvé très malin. Mais en fait, karma is a bitch. Ça te revient toujours. Si j'ai appris un truc, c'est que dans les affaires, la vie est très longue, ça te revient toujours dans la gueule. Toujours. Donc si tu peux faire énormément de bien, ça fait le phénomène inverse. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vois, par exemple, avant-hier, j'ai reçu un email d'une nana qui me disait, c'est une nana que j'ai rencontrée à The Family il y a 4 ans, j'ai passé 3 heures avec elle. Elle avait un problème de carrière, j'ai passé 3 heures à l'aider gratuitement. D'accord. Et elle est partie, j'ai jamais eu de nouvelles, j'ai jamais eu de contact, j'ai jamais eu de machin. Tu vois, je pense que les gens qui font ça, ils se disent, ah putain, t'as aidé quelqu'un pendant 3 heures, t'as jamais t'as en tête, bien sûr. 3 ans plus tard, la nana me dit, voilà, j'ai un nouveau poste, je travaille dans une boîte. Je pense qu'une des boîtes de The Family pour être client, j'ai évidemment vendu vous plus que tout. Est-ce que tu peux me donner des éléments pour vendre encore plus? Et en fait, tu vois, elle avait été marquée parce qu'elle se sentait redevable. Elle a mis 3 ans à payer, mais un jour, les gens payent. Donc je crois beaucoup à ce truc que faut pas s'inquiéter. Et la vie est longue. La vie n'a jamais été aussi longue. On a maintenant des espérances de vie. Tu vois, avant les gens se faisaient des saloperies, ils vivaient 15 ans. Tu vois, non, excuse-moi, je te crache dessus. La vie était très longue. La vie était très courte. Maintenant, la vie est longue. Hein. Tu sais, maintenant, ta vie, c'est 40 ans, 50 ans d'activité professionnelle. Quand tu fais du mal, ça peut te revenir pendant très très longtemps. Quoi. Donc non, c'est pas une bonne truc. Après, faut pas être un ange. Évidemment, tu vois, est-ce que c'est immoral de piquer les clients d'un client qui t'a volé le truc? Bah, ça se discute. Moi, je trouve pas ça immoral.
Maintenant, effectivement, je vois bien une certaine conception très restreinte de la morale qui dirait qu'il ne faudrait pas leur piquer les clients. Et... Bon, il y a un mec qui te vole et il se vole lui-même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois, donc faut pas... je suis pas en train de dire qu'il faut être un ange, je suis pas en train de dire qu'il faut être un saint, on est complexe, mais c'est pas du tout un sujet dans lequel il faut mettre son énergie. Merci. De rien, la communauté. Yes, trop cool. Et on a une question aussi de Pierre Mathieu. Comment organises-tu ta journée au quotidien? Ah, ça c'est une question favorite du moment. Je ne l'organise pas. Ah. Je subis ma journée. Ok. Non, j'ai pas. Est-ce que tu as une. Écoute, j'ai réussi à tenir jusqu'à présent sans discipline. Ouais. Je sens que ça va pas durer. Je sens que j'arrive au bord du truc où il va falloir, d'une façon ou d'une autre, je trouve un système. Alors je fais des petits trucs, tu vois. Par exemple, je me dis oui. Je vais pas prendre de rendez-vous avant 14h. Ok. Ça me libère une demi-journée pour travailler, c'est assez agréable. Bon, mais un jour sur deux, je ne respecte pas de toute façon. Ce qui est compliqué, c'est... Enfin, de toute façon, tous les gens qui font les choses mal ont toujours des excuses. Donc, mon excuse, c'est que The Family, c'est une organisation de... C'est pas une organisation proactive. On est vachement dans la réaction. Une start-up a un problème, machin. Donc il m'arrive très souvent, par exemple, d'annuler mes journées parce qu'une start-up a une crise. Ok. Et donc, parce qu'elle est plus importante que là, je peux pas lui dire, écoute, prends rendez-vous dans 3 semaines. Bien sûr, ouais. Et ça, le prix à payer, bah, c'est un chaos. Alors, les gens qui se font annuler, ils disent, ah là là, c'est le bordel sur l'agenda, machin. J'ai envie de leur dire, viens vivre ma vie, mon pote. Mais bon. Mais c'est sûr, maintenant, on est 60 dans l'équipe. Je sens bien que... Tu sens bien qu'il est temps qu'il va falloir trouver un... Ouais. Et mon astuce, c'est de me dire peut-être qu'il va falloir passer d'un management du contact à un management de l'écrit. D'accord. Mais qui peut peut-être rester aussi libre et chaotique si j'arrive vraiment à trouver une discipline de l'écrit. On verra. D'accord, ok. Bon, on se revoit dans un an. Et, on se revoit dans un an et tu nous diras. Tu me diras. Ok. Ouais. Et question de Juliette, que penses-tu des jeunes qui entreprennent? Des jeunes? Je sais pas. Là actuellement, tu vois un peu l'entrepreneuriat, tu vois plein de têtes de jeunes entreprendre. Écoute, parce que c'est une jeune qui pose cette question. Je comprends. Alors déjà, je vais essayer de donner à Juliette ce conseil. Les jeunes, ça n'existe pas, c'est comme les vieux. En fait, rien n'existe. Les jeunes, c'est une catégorie qui ne veut rien dire. Il y a autant de différences. De toute façon, il suffit de voir les enfants. Par exemple, moi, j'ai une nièce qui a 4 ans. Et elle parle mieux français, arabe et anglais que son frère qui en a 9. Et elle parle parfaitement les 3 langues, et elle a 4 ans, et elle a l'air d'en avoir 9, et l'autre a l'air d'en avoir 4. Et en fait, c'est pas de sa faute, ce pauvre gamin. Il a juste une sœur qui est trop brillante. Et la bêtise qu'il pourrait faire, c'est de se comparer à elle. C'est juste que les gens, ils ont des talents qu'ils n'ont pas, et puis lui, il a d'autres talents, en fait. Et il faut qu'il apprenne à avoir ces talents, et surtout pas essayer de compete sur quelque chose qui a l'air d'être quelque chose qui est gifted chez cette fille. Donc les jeunes, ça n'existe pas. Par contre, ce que je vois, c'est que cette génération d'entrepreneurs, parce que génération, ça c'est réel, a quand même un accès au savoir, à Internet, aux opportunités qui est unique, et ils peuvent faire des trucs qu'on ne pouvait pas nous faire dans notre génération. Exact. Les gens de 20 ans aujourd'hui ont un pouvoir que les gens mettaient 20 ans à avoir avant, quoi. Tu peux aujourd'hui, à 20 ans, avoir le pouvoir que quelqu'un avait avant à 40. Et donc ça, c'est une opportunité. Après, est-ce qu'ils vont tous en faire quelque chose? Non, parce que c'est toujours comme ça. Mais les gens qui vont en faire quelque chose vont faire des choses extraordinaires. Les gens qui disent qu'avant c'était mieux, c'est parce qu'ils d'abord ils savent pas ce qu'était avant et ils s'illusionnent de ça. Est-ce que ça pose pas des problèmes en soi? Si, c'est comme tout. Toujours un équilibre, ça pose des problèmes. Ok, top. En tout cas, c'était tout pour les questions de la communauté. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer d'envoyer vos questions sur notre page Instagram.